Le luxe fascine, le luxe irrite. Son concept évolue au gré des époques et désormais des générations cibles. Le luxe est devenu le moteur d'une industrie puissante. Ses méthodes, ses tendances, je les vis de l'intérieur, parce que c'est mon métier. Bienvenue sur le podcast L'Horloge à l'heure du luxe. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Nous partons en voyage. Destination Sainte-Croix, avec un tiret entre Sainte et Croix. Il n'y a qu'une frontière à passer, mais plusieurs trains à prendre. Et au fil du trajet, la voie ferrée semble rétrécir. En fait, c'est la forêt qui se rapproche. Si j'ouvrais la fenêtre, je pourrais, presque, effleurer une branche d'épicéa. Situé dans le district du Jura nord-vaudois, le territoire de Sainte-Croix s'étend sur 39,42 km², plus grand que l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, ou 12 fois Central Park. 12, retenez. Dès le XVIIIe siècle, Sainte-Croix se développe dans les domaines de la sidérurgie et de l'horlogerie. Un siècle plus tard, c'est l'avènement d'une industrie mécanique particulière. D'abord les boîtes et les automates à musique, puis les phonographes, les gramophones, les radios, les caméras. Sainte-Croix, ce timbre-poste géographique, c'est le bout du monde. Prochain arrêt, Sainte-Croix, gare terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Et l'épicentre mondial de la mécanique d'art. La mécanique d'art utilise les principes et les savoir-faire de la mécanique de précision à son plus haut niveau et lui ajoute une dimension artistique. L'objet n'est pas conçu pour sa finalité pratique. L'idée, c'est d'insuffler du mouvement à la création artistique pour toucher l'intellect, les sens, les émotions et même l'intuition, cette connaissance immédiate qui se fiche bien du raisonnement. À Sainte-Croix, l'association Mécart dispense une formation à des savoir-faire inscrits depuis 2020 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cette formation de 4 semaines bénéficie du soutien, entre autres, de la très exclusive manufacture de haute horlogerie de Béthune, de Van Cleef & Arpels, que l'on ne présente plus, de la manufacture Reuge, j'y reviendrai, également de l'ECAL, École cantonale d'art de Lausanne, au rayonnement international. De quoi changer un destin d'un coup de baguette magique. Nous sommes à présent dans l'un des ateliers de l'Institut de la mécanique d'art qui accueille la formation en question. La mécanique de précision ne s'exerce pas dans un silence de cathédrale ni dans un labo futuriste et aseptisé. Pour la plupart, les outils sont traditionnels et les machines énormes. Robin est en train d'usiner une pièce pour une pendule. On n'a rien inventé, hein. Ça, c'est des machines qui ont ici, je pense, 75 ans environ. Hein. Notre plus vieille machine, il me semble qu'elle date des années 40. Elle est à l'étage. Et du coup, on travaille vraiment sur des vieilles machines parce que c'est une qualité qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui et c'est des machines très fiables, donc on n'a pas du tout les raisons de les changer. Donc ces machines qui sont imposantes, robustes, oui. D'apparence, elles sont super précieuses en fait. Elles sont précieuses, précises, parce que aussi des machines de cet âge-là, certaines n'ont pas été entretenues et aujourd'hui sont dans des états trop mauvais pour être utilisées. On a la chance d'avoir des machines qui ont été entretenues et qui sont fiables. Et voilà, c'est pas une obligation, c'est un choix que les entreprises font ou non, parce que forcément on perd, on va dire, en rapidité, en rentabilité, mais ce qu'on gagne en qualité, c'est le plus important pour l'envie de bien faire. La formation proprement dite, c'est Pierre Fellet, directeur chez Mécart, qui en parle le mieux. Le but de cette formation, c'est introduction à la mécanique d'art. C'est en réponse à une demande qui avait été faite à François Junot, automatier à Sainte-Croix, qui demandait quel était le principal danger pour la mécanique d'art. Et François avait répondu c'est qu'on meurt avant d'avoir transmis ce qu'on sait faire, parce qu'il n'y a pas de formation qui mène à mécanicien ou mécanicienne d'art en termes de métier.
La mécanique d'art en tant que telle n'est pas non plus clairement définie. C'est plutôt une définition qui dit ce qui n'est pas la mécanique d'art, ou alors qui dit ça fait partie de la mécanique d'art. Par exemple, automate, boîte à musique, tabatière, oiseau chanteur, tout ce qu'on trouve, serinette et autres. Mais il n'y a pas de définition claire, adoptée. D'ailleurs, même dans l'inscription à l'UNESCO, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO, on inscrit les savoir-faire en mécanique d'art, mais sans les définir. Il y a un point sur lequel les gens sont à peu près d'accord, c'est que à partir du moment où il y a de l'électronique ou de l'électrique pour faire fonctionner la pièce, c'est plus de la mécanique d'art. La force doit être absolument mécanique, ça peut être de la gravité, des contrepoids ou autre, ça peut être du sable qui s'écoule ou de l'eau, comme les anciennes clepsydres, ça peut être un ressort ou un barillet pour tout ce qui est montre, boîte à musique et autres, ça peut être le vent aussi, énergie éolienne ou autre, mais ça doit pas être une énergie électrique ni avoir des impulsions électroniques. À l'issue de ces 4 semaines, quel est le devenir en fait des personnes qui sont entrées ici en formation? Alors comme c'est un cours d'introduction à la mécanique d'art, ça dépend beaucoup de leur intérêt. On a à peu près 60% des gens qui viennent des métiers techniques, mécanique, bijouterie, horlogerie, etc. Et sur cette part de population-là qui a déjà un savoir-faire technique, on a à peu près 30% de ces participants qui ont trouvé immédiatement un emploi, que ce soit à durée déterminée ou indéterminée, auprès d'une manufacture ou d'un atelier de la région, parce qu'il y a une vraie demande de savoir-faire en matière mécanique et en matière de créativité mécanique d'art. Après, on a un tiers des gens qui viennent vraiment par loisir. Ça peut être des retraités, des gens de l'administration, qui n'ont pas même tenu un outil de leur vie et qui viennent et c'est uniquement pour se faire plaisir. Ceux-là, ils ont eu plaisir et ils nous quittent contents. Et puis on a 10% des gens qui viennent du domaine plutôt artistique, mais eux, c'était pour des projets propres à leur activité. Par exemple, on a eu une céramiste qui voulait animer des objets qu'elle faisait. Donc, elle est venue suivre ce cours pour voir les fondamentaux des mouvements mécaniques d'art et se faire un réseau pour trouver du monde. On a ici beaucoup de bruit et d'activité. C'est toujours intéressant d'avoir ce bâtiment vivant. Et là, on a 9 élèves qui font leur 4e semaine de cette formation de 4 semaines en mécanique d'art. Donc, c'est la semaine qui est consacrée à la partie automate, d'où la présence de François Junot et de son neveu, Benoît Augsburger, qui travaille avec lui depuis 6 ans et qui est vraiment la relève en termes de mécanique d'art aussi chez nous. Et là, ils ont passé 2 semaines à faire la partie horlogère, etc. Et la semaine passée, ils ont fait la partie musicale. Chaque participant peut choisir sa musique, fait l'arrangement avec notre arrangeur et ensuite transforme une partition musicale en partition mécanique pour avoir un objet personnalisé. Ce que les personnes en formation réalisent ici, c'est une pendule à 3 éléments avec une partie horlogère qui, à chaque heure fixe, déclenche le mouvement de l'automate et la musique. La partie musicale dure de 16 à 20 secondes. Le participant à la formation expose son souhait à l'arrangeur qui dit oui ou non. L'un des élèves a choisi un extrait du soundtrack de Elfenlied, un manga culte adapté en dessin animé. Diclonius has escaped. Une fois validée, elle l'a transformée en musique mécanique. Le deuxième élément qu'ils peuvent personnaliser, c'est la lentille du balancier, qui est sculptée par les participants dans de la cire. Et ensuite, on va à Valorbe, au musée du fer, pour faire une journée forge et coulage. Donc, ils forgent la tige de balancier et la lentille est coulée avec du bronze à la forge à Valorbe.
Et ça, c'est vraiment la partie la plus visible de ce que les participants peuvent personnaliser. Et le troisième élément, ce sont les finitions. Ça peut être les décorations sur les têtes, avec des têtes de formes différentes, les pieds et les mains du marcheur, et puis les finitions sur la pièce elle-même, s'ils ont le temps. Parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que la pièce doit d'abord être fonctionnelle avant d'être belle. La beauté de la pièce, ils pourront toujours l'améliorer chez eux, puisqu'ils repartent avec la trousse complète de démontage et de remontage, et le savoir-faire qui va avec. En termes de répartition hommes-femmes, vous avez beaucoup de jeunes filles. Alors cette année, c'est la première fois où on a 5 jeunes femmes et 4 hommes. Globalement, c'est plutôt 70% hommes, un tiers femmes sur l'ensemble de nos participants. Mais cette année, on a 5 femmes. La plus jeune et celle qui fait du bruit maintenant vient du monde artistique. Elle a fait l'école de photographie avec les cales. Et là, elle a un projet de développer un peu ses cordes artistiques pour le grand arc qu'elle est en train de se faire. On a comme autre jeune femme tout au fond une compagnonne du devoir. Depuis maintenant 3 ans, on a un accord avec l'association des compagnons du devoir et du Tour de France qui inclut Sainte-Croix pour ce qui est de la mécanique dans le Tour de France que les compagnons du devoir doivent faire. Donc, ce système de formation où pendant 10 ans, ils changent chaque année d'employeur. Et là, une année est faite à Sainte-Croix. Ça veut dire que le compagnon ou la compagnonne qui vient fait la formation et est engagé également pour une année par une des manufactures de Sainte-Croix. Je vais maintenant à la rencontre d'Absetou, aspirante chez les compagnons. Très concentrée sur la pièce qu'elle est en train de polir, elle s'interrompt gentiment pour répondre à mes questions. C'est inspirant ici, vous avez discuté avec des horlogers, avec François Junot. Ah oui, on a fait la visite de son atelier. C'est extraordinaire. C'est clair, c'est ouf ce qu'ils font. On se demande mais comment ils ont pu imaginer un truc comme ça et arriver à le concrétiser, c'est super passionnant. Dans la mécanique d'art, vous voyez faire quoi? Des automates peut-être un jour, des boîtes à musique? Pour l'instant, ce que je trouve extraordinaire, certes, la boîte à musique, ça me fascine beaucoup, j'adore, c'est surtout la musique, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est avant. Vous avez choisi la musique là pour votre projet? Oui, j'ai choisi On peut l'écouter? Bien sûr. S'il vous plaît. Un nom revient dans cet épisode, celui de François Junot. Il ne vous est pas inconnu si vous avez écouté l'épisode 5 du podcast intitulé « Les objets merveilleux, quand le génie tutoie la grâce ». Ah, le génie. Le docteur Armstrong, ingénieur américain, père de la modulation de fréquence, décrit les propriétés essentielles au génie. Vous pensez sûrement, comme moi d'ailleurs, à l'intelligence, la matière grise, peut-être aussi le discernement. Edwin Armstrong évoque des qualités tout autres. Selon lui, elles sont au nombre de 12, comme les mois d'une année, la structure d'un alexandrin, les heures sur une horloge, les travaux d'Hercule, le nombre de paires de côtes du corps humain, ou 12 fois Central Park. Je vais vérifier sur le champ la théorie du docteur Armstrong, puisque cette journée de découverte me réserve un tête-à-tête avec François Junot, l'un des génies de Sainte-Croix. François Junot, vous êtes automatier, l'un des plus grands automatiers du monde, et c'est même vous qui avez inventé le nom automatier, je crois. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous raconter? Alors, c'était au moment où je me suis installé à Sainte-Croix dans mon atelier en 83, j'avais récupéré des lettres néon d'une droguerie qui s'appelait Droguerie Margot. Oui. Et puis avec ces lettres néon, j'avais envie de faire une enseigne avec les mots automate dedans. Et puis je voulais pas mettre fabrique d'automates, automatiste. Puis avec ça, j'avais réussi à écrire automatier. Puis je me disais tiens, c'est rigolo, c'est un mot qui n'existe pas, Ouais. qui correspondait bien à ce que je voulais faire parce que je savais pas exactement ce que ça allait donner plus tard. Et puis après, c'est devenu un peu courant d'utiliser ce mot automatier comme au lieu de fabrique d'automates, quoi. C'est joli et c'est resté. Et c'est resté. Et souvent, on voit ça dans certains magazines où c'est repris. Et puis, ça me fait chaque fois, ça me fait plaisir de me dire que c'est un peu entré dans le vocabulaire des fabricants d'automates.
Est-ce que vous pensez d'abord à l'histoire que l'automate va raconter? Alors après, ça vient presque en même temps. C'est qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire. Ça, c'est pour moi, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, même si elle est toute simple. Hein, mais il faut que l'automate il raconte quelque chose. Il y a un début, un milieu, une fin. Pas que ça soit seulement un personnage historique, puis que ça soit juste un automate anecdotique avec une personnalité. Et puis je sais pas, il y a eu des automates qui se sont faits comme ça fin 19e avec je sais pas Buffalo Bill, on le voit avec son fusil et puis il tourne la tête, il fume une cigarette puis il raconte rien quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui transportent beaucoup plus de poésie et souvent c'était ceux qui étaient liés à la commedia dell'arte par exemple. Ouais. Les Pierrot, les équilibristes, les arlequins, tout ce qui est différent de la normalité puis qui sort enfin, c'est un petit peu comme l'opéra italien, hein, les personnages de la commedia dell'arte, c'est vraiment des personnages qui sont très très puissants quoi. Je vois les automates que Michel Bertrand, mon maître d'apprentissage, faisait du temps où j'ai travaillé chez lui, c'était des Pierrot écrivains parce qu'il y a tout l'historique de Pierrot, de Colombine, il écrit une lettre à sa colombine, et puis en même temps il s'endort, il y a la lampe à pétrole qui diminue, il ferme les paupières, tout d'un coup, puis il sursaute, il se réveille, il tend la main gauche vers la lampe, il ravive la lampe, il y a un mécanisme qui pousse la mèche vers le haut, la lumière revient, et il recommence à écrire. En fait, il fait semblant d'écrire, mais ça fait rien. Et tout ça, sur une durée peut-être de 30-40 secondes, et les gens étaient touchés. C'est pas toujours facile au début de savoir comment on va écrire le scénario d'Automate. Alors, le scénario peut-être pas, mais en tout cas, dans votre tête, vous m'avez dit que vous avez une encyclopédie de mécanismes. Oui. Des mécanismes qui peuvent revenir d'objets divers et variés. Il y a des gramophones, je crois. Il y a des machines à sous, il me semble. Voilà, des machines à sous, exactement. Des bandits manchots. Oui. Ça peut être des jouets aussi. Hein. Oui. Il y a des jouets Martin qui a été fait à Paris à la fin du 19e, qui étaient des jouets absolument fantastiques, qui étaient des jouets en métal avec juste un ressort. Et puis, il y avait à chaque fois un thème. Le garçon coiffeur avec la brosse sur le client. Il y avait le pochard qui tenait une bouteille et puis qui titubait comme ça, mais sans tomber. Il y avait une vingtaine, au moins tous différents. Malheureusement, la collection qui était à Sainte-Croix des automates Martin est partie au Japon. Donc chaque fois c'est au Japon que je les vois. Mais voilà, ça paraît tout simple. Mais même des fois, un seul objet comme ça peut raconter toute une histoire ou faire penser à quelqu'un. L'histoire des petites ballerines dans les boîtes à musique, on ouvre le couvercle. Il y a une petite ballerine qui se dresse, puis qui se met à tourner comme ça avec un air de boîte à musique. Il y a un côté nostalgique. Il y a un côté mais ça me rappelle. Ah oui, quand j'étais gamin, c'est vrai, j'ouvrais ça, c'était magique. Cette petite danseuse, je la voyais. Elle est sur un miroir, mais je la voyais sur de la glace. Ou on s'imagine plein de choses qui rentrent dans notre esprit comme ça quand on est jeune, comme une vieille pendule chez la grand-mère, une vieille boîte à musique. Est-ce que l'émerveillement, c'est l'ADN en fait de la mécanique d'art? Si je fais par comparaison un planétarium de Calder, où il a juste une manivelle en fil de fer avec une terre qui tourne ou une lune, on sait pas trop ce que c'est, ou un planétaire d'Antilles de Janvier qui était fait à Paris d'une complexité énorme, c'est deux objets complètement différents qui montrent la même chose. Un de manière très poussée au niveau scientifique, mécanique et autres, puis un autre d'une manière beaucoup plus simple quoi. Et des fois j'arrive pas à me dire lequel c'est que je préfère. Oui. Parce que l'émotion, c'est où qu'elle est la plus grande. Elle est pas forcément dans la complexité mécanique, mais elle peut être aussi dans quelque chose de très simple. Et ça, je le dis souvent, c'est très difficile de faire simple dans les automates. Ça veut dire pour exprimer le plus de mouvements possible, le plus d'émerveillement possible, avec un minimum de moyens. Comme ça, vous pouvez faire donner de l'émotion avec des petits détails sur la fontaine aux oiseaux. Le détail qui a vraiment fait son effet, c'était les pattes qui bougent sur le bord du vase, où il y a les doigts qui sont même articulés des oiseaux, et qui se déplacent comme ceci, comme un véritable oiseau se déplacerait sur une branche ou sur quelque chose. Donc là, on n'avait jamais vu ça. D'habitude, un oiseau qui bouge sur une branche, il fait hop, hop, il passe d'une branche à l'autre, il bouge pas les pattes, rien du tout. Là, on avait la possibilité d'aller plus loin que ce qui s'était fait. Et c'était très simple, en fait. Faire bouger les pattes comme ça sur le bord d'un vase d'oiseau, c'est comme un mouvement de locomotive à vapeur avec les bielles et tout ça.
et l'effet, il était maximum. Et ça, des fois, c'est ça que j'essaie de capter. Et comment ça se transmet aux jeunes qui viennent suivre la formation Mécart? Moi, je pense que on transmet une émotion, un souvenir qu'ils auront sûrement longtemps dans leur tête, qui continuent dans ce domaine ou qui fassent autre chose. Ça restera pour eux un point à un moment donné, c'est passé quelque chose. Ils ont de toute façon appris énormément avec la diversité de personnes qu'il y a ici, d'artisans, d'horlogers, penduliers, marketeurs, etc. Donc ça va leur rester. Et je me mets aussi à leur place parce que moi, ça m'était arrivé quand j'avais à peu près 16-18 ans. À Lausanne, j'étais rentré dans un atelier d'une fille qui était graphiste, avec son atelier, son support à tableau avec la manivelle, ses peintures acryliques, ses gouaches et tout. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et pourtant, je fais pas de la peinture maintenant. Mais c'est l'ambiance que je cherche. C'est-à-dire un atelier où quelque part, après un certain temps, quand vous êtes installé dans votre propre atelier, quand les gens viennent, moi je leur dis souvent, c'est comme si vous étiez dans ma tête, quoi. Tout ce que vous voyez là, c'est moi, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est personnel. Et voilà, c'est ce que j'essaie de recréer, en fait. Et donc je pense que chacun qui sort d'ici, après, il aura une envie quelque part chez lui d'avoir une pièce, puis de se dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Mais ça peut être la mécanique d'art, ça peut être la sculpture animée, des tableaux animés, des personnages et autres en 2D, même pour le cinéma. Là, j'ai un Américain qui va venir à Watches on Wonder, qui fait de l'animation 3D pour des films tels que Game of Thrones, ces trucs très très complexes avec des effets maximum, qui s'intéresse à fond à la mécanique d'art. Alors qu'on pourrait dire tout est possible à faire avec l'intelligence artificielle et autres, mais non, là il veut des bases réalistes, véritables, pour pouvoir ensuite faire de l'animation 3D où les gens disent pas ah ouais mais c'est impossible à faire, ça peut pas exister quoi, c'est l'animation 3D. Lui il a envie d'être proche de la réalité pour aller encore plus loin dans ses réalisations 3D de films et autres. Et il m'a envoyé des exemples qu'il a fait. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Je serais capable de le faire, mais c'est d'autres mondes encore différents qui n'existent pas qu'en virtuel. Mais en même temps, pour dire que deux mondes qui pourraient paraître éloignés, en fait, sont très proches, quoi. Là, le fait d'avoir autant de jeunes qui s'intéressent à ce métier, j'aurais jamais imaginé, il y a quand même 20 ans, qu'il y aurait pratiquement chaque mois des jeunes qui m'écrivent qui s'intéressent à ça, qui ont envie d'apprendre, d'où aussi la formation mécanique d'art. Et je pense que c'est en progression, et ça veut dire que c'est pas obsolète, quoi. C'est pas un vieux métier. C'est un vieux métier qui est il y a une espèce de renaissance maintenant par rapport à ce que c'était quand moi j'ai commencé, où les gens disaient, ah, mais tu fais des automates, ouais, mais faut aller à Briels, faire des coucous. Voilà, tout de suite, il y avait cette connotation automate, coucou, truc rigolo, pas sérieux, quoi, qui veut pas dire grand chose. Et puis maintenant, avec le temps, vraiment, en prenant ce métier au sérieux, c'est vrai que je l'ai pris dès le départ au sérieux, dû aussi à ma formation des Beaux-Arts, parce que on s'intéresse pas comme ça par hasard à Magritte, à Calder, à Giacometti, même si Giacometti, il a fait que des sculptures, il a peut-être fait un ou deux mobiles, mais autrement, c'était surtout de la sculpture, mais ces marcheurs, pour moi, je les voyais marcher. Et puis, mon premier marcheur que j'ai fait, qui est repris pour la mécanique d'art, pour leur apprendre à faire quelque chose de bien vivant, c'était en voyant des sculptures de Giacometti, et je l'ai fait déjà, le premier marcheur, c'était en dernière année des Beaux-Arts, où j'avais bricolé un truc pour un premier marcheur, où pour moi, c'était une transition entre la sculpture et la mécanique d'art. Mais à cette époque, on n'appelait pas ça mécanique d'art. Moi, c'était faire des automates, quoi. Et là, dans l'atelier en bas, on voit tous ces jeunes avec leurs marcheurs. Ouais. Et ils choisissent chacun une musique. Oui, et les mouvements aussi, ils peuvent varier les certains mouvements du marcheur au niveau des bras et de la tête. Donc ça c'est eux qui créent aussi leur propre mouvement. Le mouvement des jambes, lui, il est régulier. Et puis ils choisissent et les mouvements de la tête et des bras plus la musique. Et puis en même temps, ils touchent un petit peu à l'horlogerie avec l'échappement à encre, à la musique avec le xylophone, aux automates. Mais c'est un objet qui est complet. Et puis on en a fait d'autres auparavant, mais celui-ci, sur les trois autres qu'on a fait auparavant, c'était le plus complet. C'était le plus, le plus démonstratif. Parce qu'ils sont tous hyper contents de voir à la fin leur petit bonhomme qui marche avec la musique qu'ils ont composée. C'est une pièce unique qui leur appartient. Ça marque les gens quand même. C'est une étape aussi pour eux. Que ça soit dans n'importe quel domaine. Parce qu'ils sont obligés de travailler
non seulement avec leurs mains, mais aussi avec leur tête. Puis on leur demande quand même beaucoup de choisir une musique. Après, ils doivent faire cette notation pour comme une vraie boîte à musique pour que ça joue à la bonne vitesse. Et puis sur un temps donné, mettre au point leur échappement sur l'horloge. Faire des mouvements corrects sur le marcheur. Donc c'est vrai que ils ont pas trop de temps pour faire tout ça et en même temps c'est un monde concentré de tout ça en même temps pour L'expérience elle est débuter. extraordinaire. Ouais. Elle est complète, Ouais. extraordinaire. Et Ouais. comme vous dites, c'est un jalon dans leur vie. Voilà. Ouais. Moi j'aurais bien voulu faire ça quand j'étais à l'école. Je me mets à leur place, je me dis mais c'est top quand ils font un truc. C'est pas juste du mécano, on met 3 écrous puis on fait une balance. Non, c'est quelque chose de qui va rester chez eux comme un objet qui représentera un moment dans leur vie où ils ont appris beaucoup de choses. Il y a une espèce de renouvellement en même temps qui fait que vous connaissez des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes motivés. Et maintenant, moi qui suis à la retraite un peu, pas beaucoup, pas du tout. Et ben ces jeunes-là, en fait, tout d'un coup, c'est eux qui me tirent en avant, qui me disent mais non, on a envie encore d'apprendre. Il faut donc c'est génial. Donc François Junot sera C'est génial. toujours en mouvement. Oui, ouais. Non, grâce à eux aussi, grâce à la jeunesse. Ouais. Vous êtes l'homme à qui on s'adresse quand on veut de l'extraordinaire. Donc les plus grandes maisons, les plus grands collectionneurs s'adressent à vous pour des commandes. Et il y a des commandes que vous refusez. Ouais. Vous êtes libre. Ouais. Bah oui, c'est clair. Les oiseaux chanteurs, vous avez dit les faucons, non. Non, pas les faucons. On vous a demandé souvent des faucons et vous Ouais, avez dit non, 3 c'est un fois. prédateur. Et Et l'autre, c'était, ils ont toujours ces petits masques en cuir, là, pour cacher les yeux, avec le, alors c'était un gars, il fait ça, il lui met ça sous les yeux, puis il ouvre, puis ça raconte rien. Je dis au gars, faut que c'est une histoire, s'il pouvait s'envoler, alors c'est clair, il enlève ça, il s'envole. Alors là, pour dire quelque chose de, puis il se met sur une branche. Voilà, mais en automate, on peut pas le faire. Donc, on peut faire que des petits oiseaux. On pourrait faire des petits faucons, mais ça chante pas des faucons. C'est un oiseau extraordinaire, mais en même temps, puis faire juste qu'il bouge comme ça ils sont toujours attachés avec leurs petits trucs puis après, hop, ils les lâchent pour aller tuer des oiseaux. Je sais pas, c'est pas poétique. vous m'avez parlé du son du Spoutnik. Ouais. On peut passer d'un domaine à un autre qui a rien à voir. Quand on parlait de Victoire de Vianney, qui adore la science-fiction, tout ce qui tourne autour de la Terre et tout ça, bah tout d'un coup, moi, ça me fait hyper plaisir de faire un truc qui a un rapport avec la conquête spatiale, qui est le plus vieux satellite au monde, en fait, puisque c'était le premier à tourner autour de la Terre. Et puis là, on a trouvé les plans sur Internet. On en a fait un en impression 3D. Il est comme salon avec les antennes de 70 cm, la boule elle fait quoi 140 mm, et puis on se le mettait au plafond là, on était comme des gamins. Mais voilà, c'est là qu'on dit on est comme des gosses quoi, parce qu'en fait on n'a même pas eu besoin de le dessiner, on n'a pas eu besoin de le mesurer, de faire les proportions entre non, il y a tout quoi. C'est incroyable. Et on a trouvé les plans. Vous écoutez, c'est incroyable. Non, mais c'est sans fin quoi. C'est sans fin, ouais, moi, c'est comme les gars qui font du théâtre qui disent ouais, moi je mourrai sur les planches, bah moi ça sera l'atelier quoi. Il faut me hâter car le temps est passé sans que je m'en aperçoive. Et si je ne pars pas à l'instant, le trajet du retour s'effectuera sans moi. Je remercie François Junot, je rassemble mes affaires et il me retrouve dans le couloir. Pour une dernière confidence. J'ai jamais connu mes grands-parents, sauf ma grand-mère. Ouais. Mes 2 grands-pères, ils sont décédés, j'avais 2 ans, je sais pas. Donc, j'ai jamais eu de grand-père. Et D'accord. pour moi, ça, bon, j'ai eu un père extraordinaire, mais pas de grand-père. Et pour moi, ça, c'était un manque, mais je sais pas pourquoi. Jusqu'au jour où ma grand-mère, il y avait un grenier, plein de chenilles, là, à la Seine, ici. Puis je monte, puis tout d'un coup, je tombe sur un cartable, un vieux cartable de dessin, que j'ouvre, et dedans, plein de dessins académiques, de visages, de femmes, de portraits, de 1912, choses comme ça. Puis je montre ça à ma grand-mère, je dis mais c'est qui a fait ça? Mais c'est ton grand-père. Je dis pourquoi? Ouais, il aura toujours voulu faire artiste, mais il s'est associé avec son cousin, il a jamais été heureux, puis il est mort à 59 ans. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit purée, faut surtout pas faire ça, faut faire les beaux-arts. À ce moment de l'échange, l'émotion est là et il y a des choses qu'on n'enregistre pas, qui n'appartiennent qu'à un instant donné et qu'il faut laisser filer. Mais j'ai ma réponse. Pour sûr, François Junot a les 12 qualités du génie définies par le Dr Armstrong. L'imagination, la curiosité, l'inventivité, la créativité,
la sagesse, la flexibilité, l'humour, la joie, la vitalité, l'espièglerie. Là, il était quand même à moitié d'accord. Mais Victoire Alter, bijoutière et décoratrice en horlogerie qui le connaît depuis toute petite, a fini par le convaincre. Merci Victoire. Enfin, la sensibilité et l'émerveillement. La journée arrive à son terme sur le balcon du Jura vaudois. Il est temps de filer à la gare. Je monte à regret dans le train qui s'apprête à traverser les bois denses où se cachent les loups. Et je vous quitte avec quelques notes d'une boîte à musique de la manufacture Reuge fondée en 1865. Elle est la dernière maison artisanale à détenir et perpétuer la grande tradition de la mécanique sonore. Merci de m'avoir accompagné. Vous venez d'écouter un épisode de l'horloge à l'heure du luxe. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique qui donne le ton du moment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler et à le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un 5 étoiles, oui, pour être à l'heure du luxe. Donnez-moi de vos nouvelles sur le compte Instagram l'horloge podcast. À bientôt!